Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous commençons la première heure de 24 heures qui vont suivre durant ces 2 jours. Nous sommes en Chine, nous sommes dans une des villes les plus peuplées avec ses 24 millions d'habitants. Elle a une aura indéniable, elle figure désormais au top 4 des métropoles les plus prisées au monde, aux côtés de New York, de Paris, de Londres. Il s'agit de Shanghai. Shanghai qui attire de plus en plus de Français. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Emmanuel Lenain. Emmanuel Lenain, bonjour. Vous êtes consul général de France à Shanghai. Et monsieur Raphaël Schoengen, vous êtes président de GDF Suez Chine. Et vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Alors tout de suite, monsieur le consul général, que pouvez-vous nous dire à propos justement de cette présence française à Shanghai ? Alors, écoutez, on a une très belle présence française à Shanghai depuis très longtemps, parce que c'est une ville qui a toujours été très prisée par les étrangers. Ça a toujours été la ville la plus ouverte de la Chine, et particulièrement par les Français qui ont eu une histoire absolument incroyable et intime avec cette ville, qu'à une époque on a même appelé le Paris de l'Orient. Et c'est une ville dans laquelle les Français ont laissé des traces très importantes. Il y a un grand opéra, il y a des aéroports, il y a plein de bâtiments qui ont été construits par les Français. On reconnaît la trace de la France un peu partout. Et aujourd'hui, on a une communauté qui est magnifique, puisqu'on a la première communauté française en Asie, qui est à Shanghai. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français à Shanghai que dans tout le Japon, tout le Vietnam et que dans tous les autres pays. En Asie, on a une communauté qui compte à peu près 20 000 Français actuellement. Recensés au consulat ou alors, inscrits au consulat, on en a 12 000 pour rentrer dans les chiffres, mais entre guillemets en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens dans un pays qui est relativement sûr qui ne viennent pas s'inscrire, malheureusement. Et on a fait un sondage, on estime qu'on en a à peu près 20 000. Et c'est une très belle communauté, je disais, parce que c'est une communauté qui est jeune, il y a une moyenne d'âge de 28 ans. Et une communauté qui est très dynamique, qui est engagée dans des activités professionnelles en général qui sont très, très prenantes dans tous les domaines, à la fois dans des grandes entreprises comme GDF Suez. Et là, on a un peu plus de 1000 entreprises françaises, mais aussi toute une foule d'entrepreneurs, de gens qui viennent un peu tenter leur chance et en général qui la saisissent et qui réussissent très très bien. Alors, monsieur le consul général, vous vivez à Shanghai depuis 3 ans, je crois, vous êtes en poste. Tout à fait. Monsieur Schoengen, vous avez connu Shanghai en 97 et vous êtes revenu en 2008 et vous vivez sur place depuis 2008, donc quasiment 7 ans, 8 ans. Et justement, on va parler de l'ambiance. Comment on vit à Shanghai, comment on ressent cette ville. Et à ce titre, on va tout de suite écouter une vidéo que nous a envoyée David Gaspard et qui va justement nous parler de l'ambiance générale de la ville et comment on s'y sent. Personnellement, j'adore l'ambiance de Shanghai. C'est une ville qui a les atouts d'une ville occidentale et le charme, l'exotisme d'une ville chinoise. Puis, ça a beau être une ville immense, il y a plein de petits quartiers qui fonctionnent comme des villages, où l'ambiance y est très apaisée, relaxante, où c'est super sympa d'aller se balader en scooter. Bien évidemment, opposé à ça, il y a aussi des centres commerciaux géants, bondés, et aussi des quartiers, des zones industrielles qui là, pour le coup, sont très tristes. Un autre point positif pour Shanghai, ce sont les gens. Les Chinois sont de façon générale très sympas, ils sont abordables, ne sont pas distants ou froids. Et enfin, un autre point positif pour Shanghai, c'est la sécurité qui est omniprésente dans tous les quartiers et à toute heure de la journée ou de la nuit. Alors, on l'a pas bien vu, il était un petit peu en contre-jour, mais bon, on le remercie quand même de nous avoir envoyé une vidéo. Et j'ai trouvé qu'elle était bien, sa vidéo, parce qu'en fait, il traitait un petit peu de tous les points. Alors, il évoque la sécurité. Alors, vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'effectivement, Shanghai est une ville hyper sécure? Oui, non, c'est une ville très sûre et je trouve qu'il représente très
très bien effectivement la joie et l'enthousiasme des Français qui habitent à Shanghai. Oui, puis les jeunes, je pense. Il est tout à fait dans la moyenne d'âge de la communauté. Et il représente très bien cette communauté qui a tendance maintenant à rester le plus longtemps possible à Shanghai. On a maintenant plus du tiers de la communauté qui est là depuis plus de 5 ans et qui s'y implante sur la durée, puisque on a beaucoup de gens qui se marient même sur place. On a un quart à peu près de couples mixtes. Ah, d'accord. Monsieur Shungen, comment vous vivez Shanghai au quotidien ? Je crois que tout à l'heure, vous avez cité Shanghai comme étant un peu le pendant de Paris, Londres, New York. Et il a exprimé qu'il y avait plein de petits quartiers. Je crois que c'est tout à fait vrai. À New York, vous avez la vie en centre urbain, mais vous avez, quand vous écartez un petit peu de la ville, aussi des quartiers un petit peu plus résidentiels. On trouve ça à Shanghai. Donc, en fait, qu'on vienne en famille ou qu'on vienne en jeune couple ou en célibataire, chacun trouvera un espace de vie, son quartier et un endroit agréable pour s'installer. Est-ce qu'il y a de la verdure ? C'est une très bonne question. Alors, c'est une très très bonne question. Parce qu'on s'imagine des buildings de verre. Alors, la ville a fait énormément d'efforts au moment de l'exposition universelle, dont le thème était une meilleure ville, une meilleure vie. Et donc, ils ont beaucoup cherché à verdir des espaces. Ils ont même détruit certains bâtiments pour ajouter de la verdure. Et quand on fait une distinction entre la partie... Alors, il y a un fleuve. C'est une ville très agréable parce qu'il y a un fleuve, comme à Paris. Et quand on fait la distinction entre la partie ouest et la partie est, les nouveaux quartiers qu'on voit souvent à la télévision, ce Pouton avec des gratte-ciel, ce sont des zones, c'était des anciennes zones de marécage qui ont été asséchées. Et là, ils ont pu tracer des grandes artères. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de parcs. C'est beaucoup plus aéré que le centre. Et dans le centre, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Puis je dois dire que toute la partie ancienne de la ville française, c'est une ville avec beaucoup de platanes. Et la résidence du consulat, elle est située en centre-ville, elle est un peu excentrée ? Non, elle est au cœur de la concession. Il y a un petit jardin, mais ça ne suffit pas à faire évidemment l'espace vert de Shanghai. Et ce que dit Raphaël est très juste, c'est-à-dire que c'est une ville qui est en train de dessiner le modèle de ce que pourrait être la ville du XXIe siècle, et donc qui est en train de progresser. C'est une ville industrielle à l'origine, c'était le cœur de l'industrie en Chine, et elle est en train de se transformer vers une métropole de services, et une métropole qui arrive à avoir un développement un peu plus durable. D'accord. On va dire, je m'excuse, mais malheureusement notre émission est assez courte, donc on aurait bien aimé pouvoir en parler des heures, mais on ne va pas pouvoir. Le coût de la vie, donc, il semblerait que, on m'a dit, c'est un peu Lyon. Je crois que c'est une bonne description que de dire c'est en ligne avec les grandes métropoles européennes ou occidentales. On m'a dit également que le logement, pareil, un peu les mêmes tarifs que ceux pratiqués à Lyon. C'est-à-dire que ce serait 50% moins cher qu'à Paris. Vous êtes d'accord ? Ça dépend de où on souhaite habiter. C'est ce qui était dit dans le reportage, c'est-à-dire que c'est une ville avec des quartiers très spécifiques et très différents. Donc les prix peuvent varier du simple au double, non, du simple au triple, au quadruple, ou voire plus entre les quartiers. Oui. D'accord, ok. Et alors scolarité, là vous allez nous en dire 2-3 mots. Il y a un lycée français à Shanghai. Il y a un très grand lycée français qui a commencé il y a quelques années avec une seule classe et qui aujourd'hui compte 1700 élèves. Et chaque année, nous sommes obligés de repousser les murs pour accueillir tous les nouveaux arrivants. Mais c'est un excellent lycée qui a des résultats évidemment excellents, parce qu'on a 100% de réussite, énormément de mentions, mais surtout qui est très innovant dans les méthodes pédagogiques, puisqu'il a l'intelligence d'essayer de faire profiter les élèves de la culture chinoise. On a beaucoup de sections bilingues, en français et en chinois, aussi en français et en anglais, et avec des méthodes pédagogiques très innovantes. Parfait. Monsieur le Consul, merci d'avoir été avec nous. Nous allons tout de suite écouter un sujet qui a sensiblement été abordé par Monsieur le Consul tout à l'heure et par Raphaël, à savoir tous ces jeunes qui sont présents, tous ces jeunes qui veulent aller à Shanghai, ils ont besoin d'un visa. Donc, on va tout de suite écouter une vidéo qui va justement nous expliquer quels sont les visas existants et une problématique qui concerne celle du visa Z, qui est donc le visa de travail. On écoute tout de suite cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. Il faut en général anticiper également l'âge du demandeur de visa. En effet, l'âge légal de la retraite en Chine est généralement considéré de 50 ans pour les femmes et 60 pour les hommes. Il y a une distinction à ce niveau-là. 55 ans pour les femmes qui ont un poste de cadre. Et on a constaté lors de différentes demandes de visa pour les travailleurs, notamment le visa Z, qu'il peut être compliqué d'obtenir une autorisation de travail lorsqu'on approche ces limites d'âge. Ainsi, un travailleur de 50
59 ans ou 60 ans pourra avoir des difficultés à obtenir une autorisation de travail ou une autorisation de résider en Chine ou de se voir renouveler cette autorisation lorsqu'il atteint cet âge légal de 60 ans. Alors, nous revoici sur le plateau. On vient d'écouter une vidéo et on accueille Monsieur Rémi Charachon. Vous avez vous avez dirigé Air Liquide Chine pendant 9 ans. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes toujours chez Air Liquide maintenant, mais vous occupez un poste différent. En 2 mots, vous êtes vice-président de Industrial Merchant World Business Line. Tout à fait. Donc c'est une branche de Air Liquide. Tout à fait. C'est une des 4 business lines du groupe Air Liquide avec une responsabilité mondiale, dont la Chine. Voilà. Et vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Tout à fait. Alors, à propos de ces visas, donc, on vient d'apprendre qu'effectivement, passé l'âge de 59 ans, si on a un visa de travail, on nous demande de quitter la Chine. Alors, vous l'avez, enfin pas vécu, mais est-ce que vous avez des proches autour de vous qui ont vécu cette problématique-là ou pas? Alors, oui, c'est un cas réel, mais il faut aussi voir une chose, c'est que la Chine cherche des talents. Donc à partir du moment où vous avez des talents très spécifiques, même à 60 ans, oui, il y a des dispositions qui font que des experts qui sont recherchés pour accompagner le développement de la Chine peuvent rester et peuvent continuer à travailler. Donc il ne faut pas voir ça, ça fait partie du système chinois, qu'à 60 ans, il y a la retraite, et donc le marché du travail fait en sorte que les personnes à 60 ans se retirent. Mais quand on a des compétences spécifiques, on peut trouver à continuer. Tout à fait. Dans les domaines techniques, comme nous sommes industriels, donc il n'y a normalement pas de problème de faire ce genre de transfert. Donc, c'est-à-dire quand vous voulez embaucher des Français aussi, vous n'avez pas trop de soucis pour obtenir les visas Avec ces qualifications, bien entendu. Bien sûr. Nous, on a un cas précis et c'est quelqu'un de très utile à la Chine. Et donc, parce que on a beaucoup médiatisé là récemment les problématiques liées au visa, notamment pour les jeunes, les stagiaires qui veulent aller en Chine, qui rencontrent des problèmes maintenant assez conséquents. Pourquoi vous pensez cette loi donc est sortie au mois d'août, une nouvelle loi? Pourquoi vous pensez qu'ils aient durci comme ça les conditions d'obtention? Je pense de toute façon qu'il y a une volonté comme beaucoup de pays, de défendre leur marché du travail. Donc, il y a cette règle où il faut avoir 2 ans d'expérience pour avoir un visa de travail. Donc, c'est sûr que pour les stagiaires, il y a beaucoup de demandes, mais s'ils n'ont pas ce pédigré, entre guillemets, ils n'auront pas leur visa. Donc, il faut le savoir. Je pense que c'est important. Alors après, pourquoi il y a cette loi? Est-ce que nous, du côté français, on a aussi durci un certain nombre de règles? Il y a souvent des contreparties qui se font d'un point de vue diplomatique. Un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Parfois, oui. C'est culturel, ça, parce que... Je crois que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est au moment de la crise, la Chine, comme d'autres pays, a du mal à placer ses nouveaux étudiants sur le marché. Il se trouve que je représente notre CEO au conseil des trustees d'une des grandes universités de Shanghai. Et il y a eu des discussions sur, oui, on est en concurrence, le monde évolue, les sociétés souffrent un petit peu, elles ont du mal à prendre nos jeunes diplômés. Et donc, naturellement, la Chine fait la même chose que ce que fait d'autres pays, et elle souhaite que les gens qui rentrent dans l'emploi, les étrangers, aient au minimum 2 ans d'expérience. Donc, si vous souhaitez venir en Chine, sauf à développer votre propre business, ayez en tête d'avoir une copie de vos diplômes et que c'est plus facile à partir du moment où on a fait 2 ans. On a déjà 2 ans d'expérience professionnelle. Et en plus, si on peut faire du chinois, ça peut être segmenté. Il peut y avoir par plusieurs périodes. D'accord. Alors, je m'excuse, mais on va garder un petit peu de temps pour parler des différences culturelles, justement, que vous avez quelque part évoquées en parlant de cette relation, ce rapport de force, en fait, qui peut vite exister avec les Chinois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment ça se traduit, les différences culturelles au quotidien avec les Chinois? D'un point de vue, on peut le regarder sur 2 aspects. Il y a la relation commerciale avec les clients. Et je pense que oui, il y a un rapport de force. Le rapport de force est quelque chose qui est très présent en Chine. Et vous devez avoir des cartes maîtresses à jouer pour pouvoir gagner en Chine. Donc ça, je pense qu'on peut le constater, mais ce n'est pas tout à fait différent d'autres pays. Vous managez des... Tout à fait. Alors d'un point de vue des relations avec les employés, je pense, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette relation de proximité, alors qui est aussi vrai avec les clients, mais aussi avec les employés. Vous devez avoir une disponibilité, votre porte ouverte
pour accueillir vos collaborateurs et qui vont, par exemple, vous demander à 11h du soir un samedi, est-ce que je peux, can I call you? Est-ce que je peux vous appeler parce qu'il y a cette disponibilité qui est la clé, je crois, du succès en Chine. Il n'y a disponibilité, pas de rapidité. notion d'affect là-dedans. Il y a de l'affect. Ouais, les Chinois travaillent beaucoup pour une personne avant, parfois, l'entreprise. C'est très vrai, ce que vient de dire Rémi. Et pour compléter sur ce qui concerne la partie commerciale et les relations, je dirais qu'en Chine, la relation personnelle prime sur le contrat. Oui. Et donc, en fait, il faut construire une relation personnelle avec ses partenaires d'affaires et dans la durée. Et donc, quand on gère des changements de personnes à la tête des affaires, il faut les faire avec une forme de continuité. Parce que le lien personnel est absolument essentiel. Et donc, on arrive à passer outre les difficultés interculturelles en travaillant cette relation dans la durée. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois sont extrêmement accueillants, qu'on passe beaucoup de temps à table, les tables sont rondes, le fait de convivial, le fait de boire de l'alcool, ça met une certaine atmosphère. Et donc voilà, en Chine, je crois que la clé, c'est la relation personnelle, que ce soit avec les employés ou que ce soit avec les collaborateurs ou avec les clients. Je crois que votre fille a appris le chinois là-bas. Oui. Elle poursuit des études. C'est important de dire, alors là, en 2 mots, quelques mots de chinois. Oui. Comme dans tous les pays, mais est-ce que là, ça aura encore plus? Oui, je pense que il faut qu'il y ait un minimum. Alors, et je pense que notamment pour les jeunes, eux, c'est indispensable qu'ils aient du chinois. Vous, quand vous voyez des CV arriver de jeunes qui veulent travailler en stage ou quoi, s'il n'y a pas de chinois, rien du tout. Ouais. Donc, apprenez le chinois. C'est très simple, entre 20 et 30 ans aujourd'hui, on trouve énormément de jeunes qui ont fait du chinois et qui ont un très bon niveau. Entre 30 et 40 ans, c'est des niveaux qui sont, on va dire, 14 à 16 sur 20. Après 40 ans, il y en a beaucoup moins. Donc, un jeune qui arrive en Chine et qui veut vraiment s'implanter, la première des choses, c'est chinois, pas chinois, pas chinois. D'accord. On va faire une petite pause. On va se retrouver tout de suite après pour parler justement des investissements étrangers, enfin de Shanghai qui favorise les investissements étrangers. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International et cette émission est consacrée à Shanghai. J'ai à mes côtés Raphaël Schoengen, vous êtes président de GDF Suez Chine, et Rémi Charachon, ancien dirigeant de Air Liquide Chine. Tout de suite, on va parler de la promotion que fait Shanghai auprès des investisseurs étrangers. Et à ce titre, on va écouter une vidéo d'un de vos collègues, puisqu'il s'agit d'un CCE lui aussi, Bertrand Régnier, qui est chez Ernst & Young dans le French Business Network. On l'écoute. Depuis septembre de cette année, il est
très clair que Shanghai veut s'imposer comme la vitrine des réformes économiques de la Chine, notamment sur l'investissement étranger. Pourquoi? Puisque Li Keqiang, le Premier ministre, a porté à bout de bras le projet de la Shanghai Free Trade Zone, la zone franche de Shanghai qui se situe dans la partie est, dans le quartier de Pudong. L'objectif est très clair, c'est d'augmenter le volume de business, de simplifier. Alors, pour le moment, nous sommes dans une définition des grandes lignes de ce que va être la Shanghai Free Trade Zone. La connaissance des détails n'est pas encore réellement connue, mais il est évident que sur des sujets comme celui de la libre convertibilité du yuan dans la zone franche, sur des sujets comme une limitation des restrictions de l'investissement étranger, notamment dans des secteurs comme celui des institutions financières, des actions vont être menées. Alors, est-ce qu'on pourrait évoquer justement un petit peu ces efforts que la ville de Shanghai fait pour attirer des investisseurs? Peut-être une première chose, la ville a depuis plus d'une dizaine d'années un conseil des investisseurs internationaux avec des grands CEO, donc d'ailleurs Gérard Mestrallet, le président de GDF Suez. Tous les ans, ils interrogent ces investisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils ont une politique vraiment très très fortement tournée vers l'accueil des grandes entreprises et petites entreprises internationales. La nouvelle zone, c'est une nouveauté. Oui, c'est un test. Non, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est vraiment, on voit qu'au fil des semaines, c'est de plus en plus structuré. Donc c'est très simplement rendre les choses beaucoup plus simples, à une petite échelle, dans un petit espace géographique. Et donc améliorer les processus d'enregistrement des entreprises, leur simplifier la vie d'un point de vue bancaire, financier, import-export, et leur permettre, en s'implantant sur cette zone-là, de commercer avec le reste de la Chine, d'avoir des activités au départ de cette zone avec le reste de la Chine. Donc vous pouvez employer facilement des gens, vous pouvez faire des choses beaucoup plus facilement. Et c'est un processus en mouvement, mais qui a vocation ensuite, si ça réussit, à être implémenté à d'autres endroits. Combien de temps à peu près? C'est un processus continu comme beaucoup de choses en Chine. Donc on ne sait pas à quelle vitesse. Long? Non. La Chine nous a donné l'expérience que les choses se font assez rapidement. Oui, puisqu'on peut dire la Chine a toujours été, je dirais, assez innovante en matière justement de concepts, mais aussi en utilisant ce qui existait. Au départ, la Chine a créé des parcs industriels en utilisant le modèle singapourien. Donc il y a toujours cette volonté, je pense, d'essayer de faire les choses le mieux possible pour les investisseurs. Je crois qu'il y a cette volonté attirer, faciliter aussi les investisseurs. Alors justement, on parle de facilité, on va aussi parler de problématiques, des problématiques d'implantation. Et à ce titre, on va écouter une vidéo que nous a envoyée Thomas Coupa, qui est sur place et qui nous parle donc des problèmes relatifs à l'implantation quand on est un entrepreneur français et qu'on arrive là-bas. Chers amis de France, bienvenue à Shanghai. Nous sommes ici devant mes bureaux. Je vais vous parler brièvement des problèmes d'implantation en Chine, surtout pour les petites sociétés. En effet, il y a quelques zones grises. Alors quand on choisit de venir en Chine, le problème c'est dans quelle partie de Chine? Est-ce qu'on s'implante dans une grande ville, dans une zone un peu plus industrielle, ou bien dans une des villes tiers telles que Chengdu ou Dalian? Évidemment, ça c'est des questions. Parce que le gros problème en Chine, c'est le manque d'harmonisation en fait, entre les règles, entre les provinces, les villes, même les quartiers. Et donc il faut évidemment faire pas mal de recherches avant. Le conseil, c'est quand même d'aller voir les chambres de commerce, si possible des avocats, de rencontrer le maximum de gens. Mais vraiment, le manque d'harmonisation entre les systèmes légaux et le système de taxes entre les différentes provinces, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, on va dire, le plus gros challenge en Chine. Alors, je voyais que vous aviez envie de réagir, Rémi. Effectivement, donc le manque d'harmonisation, c'est ça la problématique principale quand on veut monter sa société en Chine. Oui, il y a toujours eu des règles assez différentes, je dirais, entre il y a le pouvoir, il y a Pékin, il y a les provinces, il y a les municipalités, il y a même les districts. On a des règles qui s'appliquent, mais la mise en pratique est parfois assez différente. Alors pour des groupes comme le nôtre qui s'est implanté en Chine depuis 1991, on a créé à peu près 60 sociétés. Et c'est là, pour quelqu'un qui veut s'implanter, il a le choix, normalement,
entre une société qu'on appelle WOFI, Wholly Owned Foreign Enterprise. Alors, ce que c'est une WOFI? Donc, c'est une société détenue à 100% par des étrangers, des capitaux étrangers. Donc, il y a ce choix-là. Il y a aussi, ils peuvent faire une joint venture ou un bureau de représentation. Avant, c'était obligé une joint venture, non? Alors, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont encore contraints. L'automobile, les secteurs financiers, donc ça dépend des secteurs industriels. Dans notre domaine, nous, on a le choix. Il n'est pas régulé, mais parfois, on est obligé quand même de créer une joint venture. Donc, il y a ce choix à faire. D'accord. Je ne serais pas aussi catégorique que Thomas sur la difficulté première en Chine, c'est d'être confronté à des différences de réglementation. J'aurais tendance à dire que la première des choses à faire quand on vient en Chine, c'est de se faire accompagner, se préparer et se faire accompagner. Le deuxième commentaire, c'est ne faites pas de bureau de représentation. C'est modèle ancien qui consiste à permettre de créer une structure qui va dépenser de l'argent pour se promouvoir sa société dans un pays, la Chine, et on paie 25% de taxes dessus, sur l'ensemble de ce qu'on dépense. Mais cette structure ne peut pas faire de refacturation. Donc c'est juste une boîte pour dépenser de l'argent pour se faire connaître. C'est beaucoup mieux pour démarrer de faire une société, une WOFI, une société 100% détenue, qui fonctionne comme une société normale. Et partant de là, de se dire, est-ce que je fais une JV ou pas, ou plusieurs JV. Voilà. Et ensuite, se faire accompagner pour choisir en fonction de son activité, en fonction de ses partenaires, l'endroit où on va décider de s'établir. Alors sur ce point-là, j'insiste, le fait de créer une société locale a un immense avantage, parce que vous allez payer vos taxes, tous vos impôts, que ce soit la TVA, les impôts sur la société, les impôts sur les personnes, vous allez le payer localement. 2/3 environ de cet impôt va rester localement. Donc, en créant votre société localement, vous allez avoir, bien entendu, un support fort des autorités locales pour réaliser votre projet. Donc, moi, c'est une recommandation, c'est, même si c'est compliqué parfois administrativement, mais en ayant les autorités dans votre poche, si je peux vous le dire, en investissant et en payant vos taxes localement, ça va être une clé de votre réussite. Alors, vous avez parlé de recommandations. On va aussi parler de 10 règles d'or. Je crois qu'elles vous ont été transmises quand vous êtes arrivé là-bas. Alors, on ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a 10, c'est un petit peu long. Mais j'ai trouvé que les 2 dernières étaient les mieux, c'est-à-dire, alors je vous laisse nous les citer. Je vais peut-être commencer par les 2 premières, parce que sinon les 2 dernières sont un peu difficiles à comprendre. Tout est possible. Tout est possible. La première règle, tout est possible, et c'est vrai, on le voit, notre expérience le montre. Mais aussi, la deuxième, tout est compliqué. Rien n'est facile. C'est vrai, rien n'est facile, on le voit, les démarches, le manque d'homogénéité entre les règles, l'application différente, etc. Et puis la 9e et la 10e, c'est que quand vous êtes désespéré, vous revenez à la première, tout est possible, mais par contre, si vous êtes trop optimiste, et là je crois que c'est un danger, il faut revenir à la deuxième, tout est compliqué, rien n'est facile, et je crois que c'est ça, il faut anticiper en Chine, il faut toujours essayer de voir ce qui peut arriver, sans être schizophrénique, bien entendu, mais il faut un petit peu. Alors justement, il y en a une 8e qui est assez sympathique et pour laquelle on va d'ailleurs avoir une vidéo. Nouvelle loi est un moyen pour éviter de faire quelque chose ou encore de vous le faire faire. Et on va tout de suite écouter une vidéo de Francis Nizet, qui est membre élu de l'AFE et qui va nous parler d'une des difficultés à laquelle on peut être confronté lorsque l'on est entrepreneur en Chine. Reconnaissons-le tout de même, contrairement à d'autres pays asiatiques, les contrats ne sont pas toujours bien respectés, même lorsqu'ils sont signés. On va dire qu'il n'y a pas forcément toujours une grande loyauté contractuelle dans l'application de ces dispositions, de ces conventions. Monsieur Charachon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Nizet? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Nous, Air Liquide, on investit sur le long terme, donc on a des contrats à long terme de 15 ans. Et on voit que d'une manière générale, nos contrats sont respectés. Alors c'est vrai qu'on est une grande entreprise, mais je crois que, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a la relation client est primordiale. C'est-à-dire que vous avez le contrat que vous avez signé à un moment donné, mais pour le chinois, il reflète aussi une situation à un moment donné. Donc vous devez sans arrêt accompagner, avoir cette relation avec votre client pour anticiper les problèmes, les régler au fil de l'eau. Donc il y a un cadre qu'il respecte, mais vous devez absolument avoir cette relation de proximité. Quand il y a un problème contractuel, nos contrats sont respectés. Mais quand il y a un problème... Vous êtes des grands groupes tous les deux aussi. Oui, mais je dirais que, et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Rémi, c'est un contrat en Chine reflète la réalité d'une situation à un moment donné. Ensuite, il y a une vie
C'est comme une famille ou un couple. La famille évolue. Et ensuite, il y a une autre réalité qui s'est développée. Et donc, il faut pouvoir être prêt à dire « je vais faire un avenant à mon contrat » ou « je vais écrire des choses sur une base différente » parce qu'en Chine, les gens sont avant tout pragmatiques. Et tout est en perpétuelle évolution. Et donc, il arrive, effectivement, et c'est perçu dans le monde occidental. Dans un monde occidental, la première des choses qu'on fait, c'est « quel est ton avocat ? Quel est mon avocat ?» Et les personnes, c'est pas grave. Ce sont deux entités juridiques qui vont se mettre d'accord sur un texte. Et on passe des heures et des heures et des heures à écrire des textes de telle manière à ce que si on enlève les deux personnes qui l'ont négocié, par l'entremise d'avocats, on pourra se mettre d'accord devant des tribunaux. Ça donne une sécurité juridique et c'est comme ça que la plupart de la planète fonctionne. En Chine, c'est pas comme ça. Oui, c'est important, en Chine, hein, on écrit un contrat qui est important, qui reflète une réalité, mais ensuite, c'est le lien entre les personnes, le lien entre les partenaires, l'envie de faire ensemble qui va dynamiser ce texte et qui, peut-être plus tard, amènera les partenaires à l'amender. Alors, juste quelques mots au niveau du droit du travail, des charges sociales. Le droit du travail, comment est-il en Chine ? Il y a un droit du travail. Il y a un droit du travail avec des règles et des salaires minimums qui ont été d'ailleurs tout à fait qui ont été réévalués au fil des années. Il y a des jours de congé. Je veux dire, on retrouve beaucoup de choses que l'on a dans notre société. Le montant approximatif des charges sociales, il est de combien ? Alors, il est assez important, en fait. Ça dépend, en fait. C'est comme en France, hein, ça dépend des niveaux de rémunération. Et je veux dire, on est dans une... C'est similaire à la France. Similaire, on va dire c'est similaire à la France. Ouais. D'accord. Droit du travail assez rigide comme en France ou un peu plus libéral à l'américaine ? Alors, des emplois qui sont des emplois... il y a certains emplois qui sont protégés. Par exemple, des personnes qui s'occupent de nettoyer les locaux, on va faire attention à ce qu'elles puissent rester dans leur emploi. D'accord. Ou des personnes qui s'occupent des véhicules des sociétés. Il y a des exceptions, en fait. En fait, on va regarder en fonction des qualifications. D'accord. Et donc, il va y avoir certaines tendances à protéger davantage des personnes qui ont des qualifications un petit peu moindres. Il y a aussi des syndicats, il y a je dirais, un ensemble réglementaire qui n'est pas fondamentalement différent. D'accord. Mais après, il y a un pragmatisme, je pense, en Chine qui est très important. C'est-à-dire que s'il faut pouvoir, pour la vie de la société, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, devoir dire il faut se séparer d'un certain nombre d'employés, c'est plus facile en Chine que ça peut l'être dans un certain nombre de pays occidentaux. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Puis il y a un marché de l'emploi qui est très très dynamique. Et puis je dois dire que l'ensemble des collaborateurs que nous avons sont aussi des gens qui peuvent être assez dynamiques. Bon, nous, on a la chance, je pense, dans nos sociétés d'avoir des gens très fidèles, mais ça bouge beaucoup. La Chine, tout le monde le sait, c'est un pays qui évolue très vite. Et donc les gens ont plein de possibilités de faire des choses. Donc le marché du travail est très liquide. Alors, vous venez de le dire, plein de possibilités de faire des choses. Donc on va écouter Francis Nizet qui justement va nous expliquer toutes ces choses qu'on peut faire là-bas et tous ces secteurs qui peuvent être porteurs et toutes ces niches qui seraient à développer. Alors vous savez que Nicole Bricq, notre présente ministre du Commerce extérieur, promet 5 ou 6 domaines d'excellence. Très récemment, j'accompagnais la délégation du Premier ministre. Nous sommes allés à Wuhan où, par exemple, la France risque de gagner un contrat de partenariat pour, on va le dire, quasiment développer un nouveau Wuhan, une ville de 20 millions d'habitants, mais un Wuhan qui serait un Wuhan durable. Hein, donc là, le domaine de l'architecture, du développement durable, de l'urbanisme est très porteur. Et on a évidemment le secteur qui sert à beaucoup de jeunes pour venir travailler en Chine, qui est celui du vin. Hein, on ne compte plus à Shanghai en particulier le nombre d'entreprises françaises, des petites comme des grandes d'ailleurs, qui font dans le négoce de vin. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir à Shanghai, c'est que l'imagination de nos jeunes Français est telle que des niches auxquelles on ne penserait même pas sont développées. Je pense à une en particulier, qui est celle, entre autres, de la décoration des chambres des très grands hôtels au moment des visites présidentielles de M. Carter ou M. Sarkozy. Il y a par exemple une entreprise française qui s'est spécialisée dans la constitution de petits bouquets de prestige pour décorer par exemple les chambres d'hôtel des grands de ce monde. Voilà un exemple de l'imagination de nos jeunes entrepreneurs en Chine. Donc beaucoup de jeunes PME à Shanghai qui visiblement ont des idées formidables.
quelqu'un aurait dû être sur le plateau avec nous. Il s'agit de Thomas Chabrière. Alors lui, il est fondateur et président de la Jeune Chambre économique française. J'en ai pas vu dans d'autres pays de Jeune Chambre économique française. Donc c'est quand même ça se passe à Shanghai. Et il a créé donc des city tours dans 4 villes de Chine. Et là, il rachète une habitation troglodyte au pied de l'Himalaya. Il va en faire un bed and breakfast. Voilà encore une initiative assez originale et qui émane donc de quelqu'un de jeune. Par rapport au secteur à exploiter, aux niches à développer, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Francis Nizet? Est-ce que pour vous, il y aurait peut-être une chose à faire, une idée à donner à un Français qui aurait envie de venir à Shanghai? Je pense que dans le domaine du service, il y a encore, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. On n'a pas encore le niveau de service en Chine quand vous allez dans beaucoup d'endroits que l'on retrouve dans des pays comme la France. Donc moi, je pense que dans tout le secteur du service, alors après, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie. Comme Thomas Chabrière. Oui, tout à fait. Et Raphaël, vous, à votre avis? Moi, j'avais en tête, lorsqu'on entendait le reportage, nous avons des amis qui ont très très bien réussi dans le domaine de la communication. Des agences de communication qui arrivent en Chine, qui en l'espace de 1 an ou 2 passent de quelques dizaines de personnes à plus d'une centaine. Et qui travaillent pour des boîtes chinoises. Et qui travaillent pour des clients chinois et des clients internationaux en Chine. Il y a une créativité. Il y a une créativité en France, il y a une énergie au sein de notre jeunesse. La Chine est plein d'énergie. En croisant les deux, il y a moyen de faire plein de choses. Donc je dirais, si vous êtes passionné, vous avez envie de faire quelque chose, que vous voyez grand, jetez un coup d'œil à la Chine et Shanghai. Le point important, je pense que vous voyez une opportunité, il faut la saisir. Moi, ça m'a toujours frappé la notion de management de l'espace en Chine. Vous faites une queue pour aller au cinéma ou pour acheter un billet de train. Si vous laissez un espace, il y a quelqu'un qui va prendre cet espace. D'accord. Et personne ne va râler, comme en France. Pourquoi vous avez laissé cette opportunité, vous avez laissé cet espace? Donc je pense que le conseil, c'est vous sentez quelque chose, il faut y aller. Oui, donc et je pense qu'en Chine, on peut rebondir beaucoup plus facilement que dans d'autres pays comme la France. Avec des règles qui se contournent. Ah, non, pas forcément. Parce qu'aux États-Unis, quand il y a la queue, on va à la queue, on passe pas devant. Oui, mais là, encore une fois, c'est pragmatique. C'est un problème culturel. C'est pour illustrer le fait qu'en ce moment, en Chine, dès qu'il y a des opportunités, les gens les saisissent. C'est même une constante, pourrait-on dire, dans le sud-est asiatique. Très bien. Voilà. Je crois qu'il faut partir d'une passion. Il y a plein de jeunes qui sont passionnés. Intéressez-vous à la Chine, préparez-vous. Nous, les conseillers du commerce extérieur, nous sommes là pro bono pour conseiller les gens. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez envie de faire des choses. D'accord. Merci beaucoup Rémi Charachon. Vous allez nous quitter. Raphaël, vous restez avec nous. Et puis on va faire une pause avant d'attaquer le dernier plateau dans lequel on va évoquer quelques points importants à ne pas négliger quand on travaille en Chine. Retour plateau sur celui des 24 heures chrono de l'International. On accueille Sandrine Bionda. Sandrine Bionda, vous êtes de The Bank for Expat. Bonjour. Et vous êtes sur le plateau pour nous évoquer quelques points très importants quand on est français et qu'on travaille en Chine. Voilà, en fait, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser avant de partir ou même en étant sur place, surtout
avant de partir, parce qu'on a plein de challenges qu'on a pu entendre. On a eu pas mal d'explications, mais il y a plein de questions qu'il faut se poser sur la fiscalité. Donc la fiscalité, comment elle s'applique en Chine, comment elle s'applique en France. Donc là, toujours s'intéresser et se rapprocher de fiscalistes internationaux ou même d'avocats sur place. Il y a certains cabinets qui sont spécialisés sur place, mais on aurait tendance à dire qu'il faut se renseigner. Je ne vais pas vous donner de détails. Sur le régime successoral, vous avez quelque chose Alors sur le régime successoral, c'est assez important aussi de prévoir des testaments avant de partir, parce que les lois de successoral international sont différentes en fonction des pays, et il y a plusieurs critères qui sont applicables. C'est la loi du dernier domicile ou la loi de la nationalité. Donc elles sont assez communes en France et en Chine, par exemple, mais entre les biens meubles et immeubles, en l'occurrence, si on a bien un bien immeuble qui est localisé en France, ce sera la loi française qui s'applique. Si on a un bien meuble qui est en fait en Chine, qui est immeuble, voilà, qui est hors Chine, ça sera la loi chinoise qui s'appliquera. C'est tout ce qui est sur les SCI en l'occurrence et les comptes bancaires. Vous le saviez ça? Donc il faut faire très attention à ça sur la partie successorale et donc toujours prévoir quand on est marié un testament reconnu en fait à l'étranger. Compte multidevises important aussi. Alors compte multidevises important aussi, et ça aussi, ça a trait par rapport à la fiscalité, parce que souvent on est payé en 2 devises. Pourquoi? Parce que la devise chinoise n'est pas convertible au jour d'aujourd'hui. Donc souvent les sociétés splitent les salaires. Je parle des gros groupes, ce qui n'est pas toujours vrai pour des petites sociétés. Votre groupe, ça doit être le cas, non? Ça dépend des personnes, mais c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est très fréquent. Et là, encore, en fait, parce qu'on a des choses à gérer en France, souvent, ou des enfants qui vont travailler ou suivre des études à l'étranger. Donc, pensez aussi à se renseigner. Nous, c'est ce qu'on fait le mieux. J'attire aussi l'attention sur la fiscalité des salaires, même si on est payé sur 2 devises. Tout doit être fiscalisé en Chine. D'accord. Voilà. Taux d'imposition en Chine, il est comme on l'a dit, à peu près similaire à la France. À peu près similaire à la France. Ouais, selon les tranches de salaire. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place sur les dernières années en Chine, parce que moi, j'y ai vécu. Je n'ai pas vécu en Chine, mais en Asie de 2001 à 2011. Et on a vu une grande évolution sur la protection sociale. Et donc, on demande de plus en plus d'implication des sociétés étrangères et locales pour les résidents en Chine. Retraite, là encore, il faut penser quand on est envoyé par des grosses sociétés, on a tendance à avoir encore des packages relativement sympathiques. Mais ce que disait le consul, c'est que maintenant, ce sont des jeunes qui arrivent, ils ont 28 ans. Ou même un créateur de PME. Ou un créateur de PME. Il ne pense pas du tout il ne pense pas à sa retraite. Il se dit, voilà, j'entreprends, je fais de l'argent. Mais en fait, il faut qu'il pense justement à ouvrir des comptes multidevises pour faire en sorte de sortir une partie de son argent et de Chine pour penser à son avenir. Parfait. Voilà. Écoutez Sandrine, merci beaucoup pour ces précieux conseils qui, j'espère, seront suivis. Raphaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous repartez à Shanghai ce soir, demain? Non, je reste un petit peu en France. D'accord. Et vous venez souvent en France ou... Oui, quand on est amené, comme Rémi et moi, à être... en charge du développement de grandes entreprises françaises en Chine. On fait beaucoup d'allers-retours, parfois avec nos clients chinois, pour voir ce qu'on fait chez nous et aussi pour faire le point avec nos collègues. Très bien. Donc, en conclusion de cette émission, on se rappellera des 10 règles d'or. On écoutera également les derniers conseils qu'a donné Sandrine et on souhaite bonne chance à toutes les jeunes PME qui ont envie d'aller à Shanghai pour développer des business plus originaux les uns que les autres. Voilà, merci, on se quitte et à 12h, on ira à Dubaï. Au revoir.